Donc, nous sommes une société qui fournit des repas pour tout ce qui est secteur hors foyer, donc maisons de repos, cliniques, institutions pour handicapés, services sociaux comme le SAMU social, les centres de demandeurs d'asile, également des restaurants d'entreprise et des écoles. Moi, personnellement, je suis Aurore Pierson, donc, responsable diététique et qualité de la restauration chez Vivalia. Donc voilà, Stéphane Rigac, cuisinier formateur dans un centre d'insertion socio-professionnelle. On a une cuisine de production culinaire pour des établissements de soins de santé en secteur public. Actuellement, cette unité centrale de production réalise plus ou moins 950 dîners pour nos patients et nos résidents par jour. Et notre activité self-service, pour le moment, elle est à une centaine de repas par jour à emporter. Vraiment notre propre gestion aussi pour la cuisine. Au niveau de notre capacité de production, on se situe plus ou moins à 8000 couverts par jour, plus une cuisine centrale qui produit actuellement, cette année-ci, à peu près 1300 à 1400 couverts. Nous, on met à disposition des chefs de cuisine sur place et on travaille exclusivement, pratiquement, en liaison chaude. Nous avons 2 cantines ateliers qui sont à la fois des cantines scolaires et à la fois des ateliers de formation pour nos stagiaires. On fait à peu près dans mon atelier, on fait à peu près entre 100 et 150 sandwichs par jour et une centaine de repas chauds. Donc au niveau de la structure, on est autonome. Nous faisons nous-mêmes nos choix, que ce soit de fournisseurs, d'offres. Plein de plus-values. Donc à titre personnel, je suis très touché par toute la problématique environnementale. Quand je suis arrivé il y a 2 ans chez Échafaudage, donc comme formateur, ça a été l'opportunité. Comment dirais-je, la structure à l'époque n'était pas du tout dans le durable. Il n'y avait jamais eu de réflexion par rapport au durable. Et donc, mon arrivée dans la structure a fait qu'on a un peu bousculé les choses. Je pense que c'était une demande de l'institution. Une amélioration continue de la qualité avec en plus ce Green Deal qui permettait de nous structurer. Parce que c'est vrai qu'on avait un souhait au niveau environnemental ou santé de pouvoir se baser sur ces critères. Et finalement, là, grâce au Green Deal, je veux dire, tout est pré-mâché en tout cas et tout nous a permis de mieux pouvoir se structurer. Et surtout aussi le côté du Green Deal, d'une meilleure communication, donc faciliter nos actions, de pouvoir les communiquer, puisqu'il y a déjà aussi toute une connaissance de certaines personnes de ce que fait le Green Deal, de ce que fait Manger Demain. Des convictions, je dirais même au sein même de l'entreprise par rapport à d'autres collaborateurs, toute cette tendance de manger soit plus sain, plus bio pour certains, plus éthique pour d'autres. Fait que ce sont des valeurs qui sont partagées au sein de groupes de travail. Et une des bases qu'on voulait, c'était que si on s'engage dans quelque chose, il fallait que ça soit un socle commun pour l'entièreté de l'entreprise, parce que pour nous, ça n'avait pas de sens. Et il y avait une volonté quand même dans l'entreprise de se dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que si l'un, il travaille bio là, pourquoi est-ce que les autres ne peuvent pas? Donc, il y a ces contraintes les clients doivent être d'accord, il y a les contraintes financières, les contraintes d'approvisionnement. Le Green Deal, lorsqu'il est sorti, avec la charte qu'il proposait, nous correspondait bien et qui permettait finalement d'avoir une latitude par rapport au Good Food, c'est de mettre en place nos propres actions. Ça a été pris avec beaucoup d'enthousiasme ici au sein de l'entreprise parce qu'il y avait on donnait du sens déjà à certaines actions qu'on faisait et surtout, je pense que ça clarifiait pas mal de choses au sein même des différents services qui doivent tous interagir les uns les autres, un service diététique, un service achat, des fournisseurs, un administrateur qui doit mettre la main à la poche aussi, plutôt de structurer finalement l'ensemble de nos actions qu'on faisait un peu, je dirais, plic-ploc un peu partout, mais sans cohérence en fait. Depuis, donc j'ai vérifié, avril 2019, là par rapport à nos fromages, on a pu vraiment pour l'ensemble de nos patients et résidents, éviter en plus 2 choses, éviter des cups individuels de fromage, donc qui sont aussi des niveaux déchets importants, avec des fromages en vrac qui positionnent sur les assiettes. Et donc là, c'est déjà depuis
depuis 2 ans maintenant. Et alors aussi un autre fromage blanc qui nous permet de réaliser des desserts. Et donc là, pour l'ensemble aussi de nos consommateurs, donc un produit laitier fait maison, et donc qui est proposé aussi dans nos self-service quand ceux-ci sont ouverts. Dans la réflexion qu'on a tous ensemble chez Échafaudage pour le moment, c'est vraiment le circuit le plus court possible. Après, mon expérience passée m'a montré que parfois le bio était plus compliqué, alors pas dans le sens de l'approvisionnement, mais l'exemple d'un jus de pomme qu'on achetait pour des petits déjeuners chez mon ancien employeur, qui était bio, qui venait d'Allemagne avec des fruits qui venaient probablement de Tchéquie. Je l'ai remplacé par du jus de pomme non bio, mais en agriculture raisonnée, à 20 km de mon du lieu de consommation. Donc, et c'est là aussi que le fait de rencontrer les agriculteurs, de discuter avec eux, d'établir une relation de confiance et même de réciprocité, porte tout son intérêt. Et c'est aussi quand on achète local, on peut aussi vérifier qu'on achète éthique, c'est-à-dire que le producteur soit payé au prix juste. D'un point de vue philosophie de l'entreprise, on a toujours prôné le frais parce que nous, on reste persuadés que le frais, travailler le produit brut, c'est de travailler des recettes traditionnelles à la base et voilà. Quand on s'est structuré, c'est en janvier 2019. Donc, quand on s'est inscrit au Green Deal, on faisait, comme je vous expliquais tout à l'heure, on faisait un tas de choses et on a décidé qu'en janvier 2019, on mettait, je dirais, tous les points communs et que l'entièreté de nos institutions suivait le même rythme. Et donc, on s'est structuré de la façon suivante, c'est qu'on s'est adjoint d'un expert assez bien, je dirais, connu dans le milieu de tout ce qui est approvisionnement local pour nous aider à rencontrer finalement nos besoins et nos attentes par rapport à l'offre qui existe, avec la grande question qui est un frein quand même très important pour une société comme la nôtre de catering où on délivre quand même pas mal de repas, c'est l'approvisionnement en quantité, plus la logistique forcément. Et donc aujourd'hui, à quel stade on est, c'est qu'on a structuré l'ensemble des menus au niveau de l'ensemble des cuisines, où on laisse toujours la créativité du chef, mais où on impose, je dirais, voilà, toute une série de produits qui peuvent placer où ils veulent en fonction du fonctionnement de l'institution même. Donc du lundi au dimanche, ils peuvent le placer où ils veulent, mais il faut qu'ils le placent en telle semaine. Pourquoi ? Parce qu'une troisième difficulté pour un producteur local ou artisanal, c'est de pouvoir planifier sa production et d'être sûr que s'il planifie sa production, on le lui achète. On est rentré dans un système où on s'engage par rapport à des quantités. Donc si on s'engage par rapport à des quantités, on est lié à des DLC et donc on doit pouvoir gérer ça dans nos cuisines. Si je vais reprendre un petit peu les familles alimentaires, donc au niveau des viandes, on est sur un projet qu'on vient de terminer qui va être lancé à mon avis mois de juin, où on fait fabriquer aujourd'hui 4 types de charcuterie qui sont exclusivement fabriqués à partir de porcs issus du circuit court. Donc, ce sont des porcs qui sont nés, élevés et abattus en Belgique. Et donc, selon une charte entre mon boucher et mon charcutier. Ensuite, au niveau de la gamme des charcuteries, on a travaillé à un moment donné, mais ce n'est plus le cas parce qu'il y a beaucoup de difficultés à suivre. On a travaillé avec du jambon fumé et du spiringue de porc fumé, issu de 2 charcutiers différents, mais ils n'ont pas su suivre. Malheureusement, les quantités, c'était trop difficile, donc on a dû malheureusement arrêter. Ensuite, on est sur tout ce qui est famille des fromages. Alors là, chaque semaine, on a entre 1 ou 2 produits par semaine, issus de différents artisans ou de producteurs belges. On travaille par exemple avec la ferme du Bailly. Donc là, on met régulièrement les fromages Bailly aux orties, Bailly au vin blanc, etc. On travaille du cream cheese, on travaille du Grand Cru des Fagnes venant de chez Bioferme. Ensuite, on a un boudin qui vient d'un charcutier qui est primé pour ça. On est sur du spéculoos artisanal, les fruits et les légumes, donc pommes, poires aussi. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on était sur du belge, mais on ne savait pas identifier le producteur. Et donc ici, le projet pour 2021, à partir de septembre, c'est de travailler avec des producteurs de la région de Jambon. Pour les desserts, on travaille aussi du yaourt en vrac issu d'une ferme. Donc aujourd'hui, on ne travaille plus avec des yaourts en petits pots, sauf exception pour des produits de régime, parce qu'on est quand même en hospitalier ou en maison de repos, donc on a besoin de produits
parfois un peu plus spécifiques, mais l'idée c'était de retravailler un produit artisanal, de le retravailler de façon maison. Donc, si on met yaourt fermier aux fruits, c'est un yaourt nature dans lequel on met des morceaux de fruits, où on l'accommode avec la cassonade soi-même, etc. Donc, on retravaille tout avec du vrac et dans l'idée donc, de diminuer également tous les petits pots en emballage individuel. Le point le plus important, enfin le principal qu'on a déjà mis en place ici, c'est la viande. Donc, toute notre viande de bœuf est bio et locale. Tout notre porc est bio et local. On fait très attention au niveau de la politique d'achat des légumes, qu'ils soient de saison et belges. Par contre, notre légumier historique n'a pas du tout d'offre, ou quasiment pas d'offre bio ou éthique, à part les bananes, ce qui devient un grand classique, mais mis à part cela, c'est compliqué. Je développe 2 projets pour l'instant qui nous obligeront à utiliser des légumes locaux. Alors, les producteurs au niveau local et circuit court sont souvent, même toujours, dans ceux que je connais, des passionnés. Et quelque part, le rôle du cuisinier est de transmettre cette passion aux mangeurs, à mon sens. Et donc, moi, je trouve extrêmement important dans mon travail la communication avec le mangeur. C'est le responsable de l'unité centrale de production qui a pris tous les contacts. Et donc, au niveau des champignons, des patates douces. Donc, dans le cycle hiver, on avait tout ce qui était chou blanc, chou rouge, chou vert. Et ici, on change de saisonnalité. Et donc, il a repris des contacts. Et donc là, on a déjà des courgettes qui sont déjà dans le menu. Et alors, au niveau des viandes, là aussi, mais là, ça reste plus dans les plats emportés self, parce que c'est vrai qu'on a quand même un surcoût à ce niveau-là. Et donc, avec du bœuf, et là, c'est aussi depuis les plats emportés, donc octobre-novembre 2003. Il y avait des critères bio, raisonnés, etc. Nous, on est plutôt, pour l'instant, dans l'idée produits frais de saison, ou en local, pour éviter de nouveau que notre cuisine centrale, en tout cas pour l'instant, c'était pas l'objectif du tout, être équipée d'une légumerie, etc. Donc c'est vrai que, comme disait mon collègue, oui, certains types de légumes, ça pose moins de soucis, mais par contre, oui, on recherche plus des légumes qui sont déjà, je veux dire, prêts à l'emploi. D'ailleurs, nous, par rapport à nos livraisons et nos productions, parfois on doit adapter certains jours de consommation menu parce que les process demandent des DLC qui sont plus longs ou plus courts. Donc voilà. Mais ici, franchement, à partir du moment, en tout cas où il y a eu la discussion entre les personnes qui savent de quoi elles parlent, je vais dire, ça se passe toujours bien. Maintenant, il y a peut-être eu des loupés pour certains types de produits, comme je disais parfois des légumes à ce moment-là déjà découpés, emballés, qui en fonction de la fréquence de livraison ne peuvent pas être commandés tout le temps chez eux, parce qu'il y a cette contrainte-là. Vite chiffré pour notre type de structure, parce que quand on parle des champignons, il a déjà acheté une tonne depuis octobre 2020. C'était 3 fois dans le cycle de 6 semaines. Mais voilà, donc au niveau des viandes, ici j'ai des données plus ou moins 500 kilos depuis le mois d'octobre-novembre 2020. Il m'a parlé d'une tonne pour les champignons, et si je calcule, j'ai de nouveau 3000 kilos d'autres, avec mes choux, etc. Donc il y a quand même eu des beaux volumes. C'est des quantités assez... chaque fois par exemple, qu'on achète du fromage, c'est un exemple que je donne, on a aussi entre 300 et 400 kilos à chaque livraison pour le producteur. Donc, ce sont des quantités qui semblent pour nous insignifiantes en termes de catering, mais qui pour un producteur est une quantité importante. Les producteurs artisanaux, ça je pense que vous le savez, ne peuvent nous livrer parce qu'ils ne peuvent pas dépasser 30% de leur chiffre d'affaires, etc. à cause des agréments. Donc on a plein de petits producteurs avec lesquels on voudrait travailler, mais administrativement ce n'est pas possible. Donc même si on mettrait toute la logistique en place, ils ne peuvent pas. Que nous, en tant que prestataires de services sur le terrain des opérationnels et ceux qui sont à la main, dedans en tout cas, cette grosse difficulté à 2 niveaux, c'est l'incompatibilité, je trouve, de sens entre
une volonté d'un gouvernement, je veux le dire au sens large, d'aller vers du durable, manger plus sain, parce que du coup, la charge mutuelle, tout ça peut changer la donne dans le futur. Enfin, c'est tout un système. Et cette incompatibilité administrative, finalement, que des petits producteurs ne puissent se développer ou ne pas avoir accès à des demandes, finalement. Parce que nous, on est en demande et ils ne savent pas accéder à nos demandes parce que administrativement, c'est pas autorisé, en fait. Après, ce qui peut poser le plus de problèmes, entre guillemets, c'est l'approvisionnement, la livraison, puisque là, ce n'est pas vraiment qu'une question de on peut bien nous écouter, mais voilà, la structure ne peut pas commencer à avoir plusieurs camions ou avoir plusieurs personnes qui n'ont pas, s'il n'y a pas assez de livraison dans la région. Donc ça, c'est ce qui était un petit peu plus, c'est ce qui est plus problématique. Et là, c'est de voir, en tout cas, mon collègue directeur de la restauration et aussi le responsable de l'UCP, c'est de négocier avec des personnes qui sont des plateformes logistiques ou autres, et de voir ce qui serait possible. C'est un point au niveau local qui est toujours un peu compliqué. Et comme c'est un fermier qui s'occupe de ses bêtes et qui s'en occupe vraiment bien, il consacre beaucoup plus de temps forcément à ça qu'à la logistique. Et donc, certains jours, il peut nous dire « Ah bah oui, demain, je te livre. » Et en fait, c'est après-demain. Mais voilà, ça c'est des choses à prévoir. Comme on n'est pas dans des grosses structures de plateformes de distribution, les livraisons sont forcément plus aléatoires. Prendre notre propre véhicule et aller chercher, c'est une solution de dépanne qui est possible. Le producteur ne s'est pas relevé, il n'a pas la logistique, donc on a mis en place, pour contourner le problème, on a décidé de mettre en place notre propre plateforme. Donc les producteurs vont déposer à un seul endroit, puis c'est nous qui nous occupons de la logistique. C'est des coûts, mais c'était la seule manière pour y arriver, de notre côté en tout cas. C'est vrai qu'au niveau de l'approvisionnement et des besoins, là c'est vraiment important que le responsable de production et le responsable de la cuisine centrale de Bertry puissent vraiment discuter avec le fournisseur, parce que ça permet vraiment de mieux comprendre les besoins et d'adapter si nécessaire. Des plus petites structures, et c'est vrai que la logistique est parfois le problème, puisque on peut avoir de la viande de chez Cornu qui livre à marche, et donc heureusement c'est que nous, on a un camion frigo, je vais dire, qui fait aussi le transport en d'autres temps des repas entre les différents sites, et donc on a pu accéder à ces produits plus qualitatifs grâce au fait que nous aussi on y met un peu de notre logistique. Idem pour tout ce qui est légumes, super jusque Bertry avec un volume important pour des légumes qu'on a vraiment besoin dans la production des repas de midi. Par contre, si c'est des crudités justement déjà lavées, emballées pour nos garnitures et apports en légumes de nos soupers, mais là ça devient compliqué pour les structures de pouvoir aller livrer tous les petits sites. Il n'y a parfois que 60 cuisines, donc à ce moment-là, on pourrait à nouveau faire le transport, mais ça ne devient plus possible parce qu'il y a des DLC aussi sur ces produits-là. Au niveau du fromage, en fait, là, c'est vrai que déjà, tout est livré à Bertry parce qu'effectivement, ça fait partie de l'offre alimentaire des soupers et ou des desserts qui sont réalisés sur le site de Bertry. Donc, il y a une facilité, mais surtout, en plus, là, il y a eu un partenariat avec un plus gros fournisseur qu'on avait déjà d'autres produits laitiers, et qui a permis effectivement la logistique assez facile, au niveau même d'un rythme de livraison qui serait nécessaire en fonction des besoins. Donc là, et pareil au niveau des conditionnements, etc., on s'est adapté, mais voilà, avec les échanges, on a pu avoir ce qui correspondait à nos besoins pour éviter le gaspillage. Probablement des hubs logistiques durables, ce qui est assez compliqué à mettre en place. Il y a un projet qui est en train de se développer tout doucement à Liège. Enfin, il y en a deux, parce que alors c'est aussi la problématique, c'est que les différents acteurs ne travaillent pas toujours tous ensemble. Je pense que la province de Liège développe une plateforme ou a développé une plateforme de logistique maraîchère, et à côté de ça, des coopératives locales
le font aussi. Moi, je suis assez pour le modèle des coopératives. Donc globalement, sur un bas de facture, et quand je compare un produit à un autre, un conventionnel ou pas un conventionnel, forcément il est plus cher. Par contre, tout dépend comment on va l'insérer dans un coût global de fonctionnement. Pour pouvoir compenser aujourd'hui, c'est une technicité de menu qui est modifiée. Donc on a mis des curseurs différents dans la technique des menus. Alors non pas dans le choix des produits. Donc l'idée c'est pas de mettre, je dirais, un steak bio et de manger de lâcher tout le reste de la semaine. Donc pas du tout. En même temps que de revoir la technicité, on s'était dit mais il faut qu'on cadre mieux nos chefs à acheter plus de saison dans les fruits et légumes par exemple, et donc on impose dans le menu sans imposer, je dirais, le choix du légume ou du fruit, c'est qu'on leur impose un calendrier mensuel où on dit vous deviez piocher dans cette liste-là et pas dans une autre ce mois-ci, ce qui nous permet d'être sûr d'avoir les meilleurs prix parce que plus on achète de saison, plus forcément le prix du jour est intéressant par rapport à une hors-saison. Voilà. Et donc, la technique du menu, c'est qu'on impose 5 légumes dans la semaine qui doivent être de saison. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité toute simple. Ça a du sens ou pas de sens. Ça dépend comment on est vraiment durable ou pas durable. Mais bon, nous, on a quand même aussi des contrats à respecter. Mais on ne pourrait jamais se passer de tomates, nous, par exemple, toute l'année. C'est impossible. Parce qu'on a des points de sandwicherie et donc ne pas proposer des tomates dans les sandwichs, même au mois de janvier, reste encore très compliqué à faire accepter à la clientèle. Nous, on doit encore pouvoir jongler avec ce genre de situation et de dialogue. C'est comme tout le monde, on doit bien avancer par étapes. Et donc, c'est vrai que même si on sait au niveau santé, on suit mieux les recommandations, on arrive avec des produits qui arrivent dans l'assiette qui coûtent moins cher à la base, comme des légumineuses. Mais comme on ne sait pas en même temps tout changer l'offre alimentaire, acheter des produits, je vais dire locaux, etc., il y a un moment donné, on ne voit pas le résultat en quotidien. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui était pour les cantines self-service, là, même si on sait on doit maintenir le coût prévu et qu'il ne faut pas augmenter, mais au moins on peut le calculer et voir où on se situe et effectivement faire des propositions d'autres plats, des ovoproduits ou autres, on sait qu'ils vont coûter moins cher et donc comme dirait Hugues, ça se lisse au final. La fréquence, on les présente aussi au menu et donc au total, oui, un surcoût en moyenne de 20%. Pour certaines choses. Par contre, il disait que par rapport au fromage et à la négociation, là, il n'y avait pas eu de surcoût par rapport à ce qu'on avait auparavant. Et je dirais que même si on compare vraiment tout, à partir du moment où on avait des fromages en cup qui retournaient quand même dans la poubelle et qu'il fallait aussi traiter les déchets, là, il y a encore d'autres... Et ça, c'est des coûts qu'on ne voit pas toujours, évidemment. Derrière, il y a pas mal d'autres choses aussi, mais c'est difficile d'avoir une analyse globale. Convertir une cantine en durable, ça donne toujours l'impression que ça va être beaucoup plus cher, que les budgets vont être terriblement impactés. Et c'est effectivement vrai si on continue à fonctionner exactement de la même façon qu'avant, en remplaçant les produits par du circuit court, simplement. Donc, il faut un peu repenser sa façon d'agir pour équilibrer les budgets. Une des possibilités est, entre autres, ça a un double impact, c'est d'apporter plus de végétariens dans les menus. Moi, je préfère acheter ce qui est disponible et, en fonction de ça, construire mon menu. J'entends bien que c'est pas possible pour tout le monde, ni pour toutes les capacités. Et en termes budgétaires, c'est encore plus compliqué, dans le sens où le travail d'équilibriste se fait aussi du coup on the fly. Mais par contre, en profitant de l'offre du jour, je vais dire, on bénéficie aussi de prix plus intéressants. Mais je crois que raisonnablement, ce qu'il faut faire, c'est effectivement travailler avec, en premier lieu, la saisonnalité. Pour ce qui est du porc et du bœuf, le surcoût est tout à fait absorbable. L'agneau, ça devient beaucoup plus compliqué. Et alors, la partie vraiment la plus compliquée, c'est le poulet. Alors, au niveau des légumes, si on respecte la saisonnalité et qu'on n'est pas trop regardant au calibrage, on peut carrément descendre en dessous des prix du marché. Par contre, au niveau de la main-d'œuvre, pour le traitement de ces légumes, c'est un tout petit peu plus complexe. Il y a aussi des solutions qui existent, d'autres qui sont en train de se mettre en place.
sur des ateliers de légumerie ou des ateliers de découpe de légumes qui vont probablement aider à résoudre ces problèmes-là. Les comptables ne doivent pas avoir peur, mais doivent peut-être prendre un tout petit peu de recul par rapport à la façon habituelle d'évaluer les budgets, et c'est-à-dire que le budget doit plus être calculé par semaine ou par mois, le budget repas, plutôt que par repas. Bien, veiller à chaque fois que l'on met un produit plus cher ou qu'on fait un repas un peu plus dont le prix devient plus cher, à l'équilibrer par 1 ou 2 plats plus pauvres, entre guillemets. C'est pas seulement qu'on souhaiterait, mais c'est qu'on va le faire. Donc je pense que d'ici 1 an, la crise Covid nous a évidemment, comme tout le monde, fort ralenti. Mais je pense que d'ici 1 an, l'entièreté, j'entends par l'entièreté, entre 85 et 100% des produits seront locaux et ou étiquetables. Et de se faire labelliser. On a rentré le dossier pour une clinique, ce qui n'est pas, habituel, parce que mettre un label comme ça dans une clinique, c'est plutôt même rare, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a quand même la patientèle qu'il faut gérer au travers d'un Green Deal, donc c'est beaucoup plus de difficultés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis là? Et tout simplement parce que déjà on a une diététicienne sur place, donc ça facilite, et puis 2, on a un client qui est très impliqué là-dedans. Et donc, l'idée, c'était que, une fois le dossier rentré, une fois qu'on est labellisé, c'était de pouvoir continuer le groupe de travail avec la clinique en disant 2021, on fait quoi, 2022, on fait quoi, etc. La volonté est en tout cas de pouvoir à chaque fois étudier, et donc pareil dans les besoins pour les marchés publics, qui est possible aussi en local ou durable. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de pouvoir faire plus. Et après, il y a la piste aussi des crèches, comme je disais, les produits laitiers, les yaourts, c'est quand même quelque chose qui en plus est apprécié. Et donc là, on a encore en plus, on doit quand même aussi, la communication a son importance aussi pour nos patients et nos résidents. Grâce à ce label, et le fait que ce soit de nouveau, comme je le dis, bien structuré et que ce ne soit pas quelque chose de spécifique à notre institution qu'on sait auto-octroyer ou autre, je pense que c'est vraiment une bonne piste pour mieux communiquer sur tout ça et surtout informer, parce que c'est pas tout communiquer certaines choses. On souhaite aussi cette sensibilité, informer à l'importance de cette alimentation plus durable. Donc oui, c'est vraiment un objectif. Le plus facile est de faire, filière par filière, et donc d'essayer de trouver une matière première qu'on peut acheter localement d'abord, et puis petit à petit. Alors ce qui est assez chouette, c'est que souvent, les acteurs du circuit court dans une même aire géographique se connaissent tous. Et donc de l'un, on passe à l'autre et tout ça peut se faire. Alors on a cette immense, en tant que cuisinier, cet immense bonheur d'avoir Internet, qui est une ressource vraiment fantastique pour ceux qui ne lisent pas ou qui n'ont pas une collection de bouquins de cuisine de fou. Bien, Internet permet vraiment d'aider à se réinventer en cuisine. Pour les gens en manque d'imagination aussi, parce qu'on n'a pas tous la même culture ou le même écolage. Et donc toutes ces ressources maintenant sont disponibles sur Internet, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau créativité, que ce soit au niveau équilibre nutritionnel. Donc, il y a vraiment toutes sortes de ressources pour que les cantines puissent tout doucement évoluer vers quelque chose d'à la fois plus durable, plus sain, juste au niveau du prix. Il ne faut pas non plus avoir peur du client. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'en tant que cuisinier, on a aussi un rôle d'éducateur, quel que soit notre public et quel que soit son âge.